s'imagine si les femmes n'enfantaient pas pendant 9 mois, hypothèse de départ, il leur faudrait un temps de gestation de 3 semaines. Première idée, le monde serait radicalement différent avec bien moins d'avancées technologiques car les hommes se donneraient bien moins de mal pour séduire les femmes car les femmes ne seraient plus hypergames. Alors je m'explique. Le constat de base, c'est que le genre féminin dans l'espèce humaine est hypergame, c'est-à-dire que les femmes ont tendance à 99% à choisir le meilleur parti qu'elles puissent avoir, puisque c'est ancré dans les gènes. Cela leur permettait auparavant d'assurer leur survie, leur propre survie aux femmes, mais également la survie de leur progéniture, que ce soit une progéniture ou plusieurs progénitures, donc des enfants. Donc avant ça se traduisait comment cette hypergamie? C'était par des hommes qui étaient forts, les plus forts possibles, ceux qui étaient prêts à se défendre, donc à défendre les ressources du foyer, ou même à attaquer, à s'approprier les ressources d'un autre foyer pour permettre à la femme et à ses progénitures d'avoir un meilleur mode de vie. Plutôt que de vivre dans une savane où il y a plein de lions à proximité, l'homme va aller défoncer la tribu adverse où il y a moins de lions à proximité, et donc ça permet une meilleure survie tout simplement. Et aujourd'hui, dans nos sociétés plus modernes, l'aspect de la force physique est moins prédominant, mais il y a d'autres critères. L'intelligence, l'argent, c'est le critère principal, l'argent. Les femmes ont tendance à choisir les hommes qui gagnent le plus d'argent. Si elles ont le choix entre un homme qui est au SMIC et un autre homme qui gagne 10 000 euros par mois, elles choisiront l'homme qui gagne 10 000 euros par mois. Et honnêtement, je ne leur jette pas du tout la pierre. Je trouve que c'est d'ailleurs une bonne chose, car cela permet tout simplement d'assurer davantage de pérennité pour les enfants qui sont à naître. Après, il y a un autre cas de figure dans lequel la femme n'est pas dans l'optique d'être dans une relation donnant-donnant, c'est-à-dire qu'elle profite simplement de l'argent de l'homme mais ne donne rien en retour, ou même n'est pas dans une vision long terme, donc elle n'a pas pour projet de fonder une famille avec l'homme, elle est simplement dans le projet de profiter, et là c'est un autre cas de figure. Moi je parle vraiment d'un cas de figure où l'hypergamie est profitable à la femme et aux enfants, et donc à la famille dans son ensemble. Donc l'hypergamie notamment par l'argent, j'en ai parlé, dans nos sociétés modernes, c'est le critère principal. L'argent, le charisme, la prosodie, le statut social, voilà tout ça. Et évidemment aussi le physique, donc le corps, le visage, le taux de masse musculaire, etc., etc. Donc tout ça pour dire que si l'on compare un taux de gestation qui serait de 3 semaines par rapport à un taux de gestation qui est actuellement de 9 mois, 3 semaines c'est 13 fois moins que 9 mois, et donc pendant cette période, la femme serait bien moins exposée à de nombreux dangers, tout simplement parce que du fait de sa grossesse, elle est dans une mobilité réduite. Et également, elle a besoin d'avoir un apport calorique qui est plus élevé, donc elle a besoin d'avoir un homme qui est là pour lui apporter ce besoin calorique, donc tout simplement de manger plus en fait, parce qu'elle a un petit être en elle qui grandit. Et si cette période est réduite, donc de 9 mois à 3 semaines, non seulement la période de vulnérabilité de la femme est réduite, donc divisée par 13, on va le faire au prorata, divisé par 13, et également sa période où elle a besoin d'un apport calorique supérieur est également divisée par 13. Donc concrètement, elle aurait moins besoin de, entre guillemets, choper l'alpha ultime. Elle pourrait simplement choper un mec, voilà, pas alpha ultime, pas alpha, on va dire un bêta, mais entre guillemets ça ferait l'affaire. Et de ce constat, les femmes ne seraient donc plus hypergames, ou du moins dans une très forte mesure, elles le seraient beaucoup moins. Et donc, si les femmes sont bien moins hypergames, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes, dans nos sociétés modernes, je pense honnêtement que, allez, on va dire 95% des hommes, leurs actions sont motivées à 95% dans le but de séduire des femmes. Leurs actions, c'est soit pour gagner plus d'argent, soit pour avoir un meilleur statut social, un meilleur physique, que ce soit au niveau du visage ou du corps, que ce soit aussi avoir une meilleure prosodie, une meilleure éloquence, une meilleure rhétorique. C'est également, voilà, c'est tout ça pour moi, enfin, vraiment, retenez que 95% des hommes, 95% de leurs actions
enfin des hommes hétéros, 95% de leurs actions sont motivées consciemment ou inconsciemment, ça aussi c'est important de le dire, parce que souvent c'est inconscient. Ces actions-là sont motivées à 95% dans le but de séduire des femmes. Et voilà, tout simplement. Et donc, si le drive principal, qui est la séduction des femmes, n'est plus aussi intense parce que les femmes, au final, elles ont plus des critères si élevés, si les femmes abaissent leur... Enfin, c'est pas qu'elles abaissent leurs critères, c'est plutôt qu'elles ne les montent pas extrêmement haut. Donc, si les femmes ne sont plus hypergames, alors leurs critères ne sont pas extrêmement hauts, et donc les hommes ne chercheront pas à se surpasser en majorité. La majorité des hommes ne chercheront pas à se surpasser pour atteindre ces critères extrêmement hauts. Je prends le cas des inventeurs. Je sais pas moi, Nikola Tesla, Thomas Edison, Elon Musk, j'en sais rien. Si ça se trouve à la base, je sais pas, hein, là je fais qu'une théorie, mais si ça se trouve à la base, parce que je suis pas dans leur tête, je peux pas être sûr à 100%, mais si ça se trouve à la base, ils ont choisi d'inventer des produits, des produits, des objets, pour gagner énormément d'argent et pouvoir ensuite séduire un maximum de femmes, ou du moins avoir le choix entre les femmes les plus qualitatives possibles, d'avoir de nombreuses femmes de haute qualité qui sont en demande d'eux, et donc ils n'ont plus qu'à choisir une pour les plus sérieux ou plusieurs pour ceux qui aiment se divertir. Et donc, si on a face à nous des hommes qui n'ont plus envie de se surpasser pour séduire des femmes, ou du moins pour avoir le choix de femmes de qualité, si ces hommes-là ne se surpassent plus, dans ce cas-là, forcément, on peut s'attendre à ce que le monde soit radicalement différent, et notamment d'un point de vue des avancées technologiques. Je pense que le point de vue des avancées technologiques serait le plus marquant, tout simplement parce que notre société serait radicalement différente. Je pense honnêtement que si depuis toujours le temps de gestation des femmes était de 3 semaines, si en 2025 on serait à l'âge de bronze, ce serait pas mal, tu vois. Et également dans les comportements, donc forcément là on serait dans une société bien moins avancée, comme je disais, on va dire âge du bronze, donc il n'y aurait pas la notion de salariat, de je paye pour que tu me donnes un chiffre, enfin un montant chiffré, des euros, ça n'existerait pas. Il y aurait toujours, on serait toujours dans une économie davantage tournée vers l'agriculture. Mais même là, par exemple, il y aurait aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des ambitions au niveau des business, qui cherchent à conquérir des parts de marché, etc., etc. Là, si on va dans cette réalité alternative des sociétés davantage tournées vers l'agriculture, je pense qu'il y aurait vraiment très peu d'agriculteurs qui seraient en mode agrandir leur territoire, augmenter le rendement de leur exploitation agricole, acquérir d'autres fermes et ce genre de choses, puisque en fait il y aurait juste pas l'ambition. En fait, si les femmes n'enfantaient qu'en 3 semaines, elles ne seraient plus hypergames, donc les hommes n'auraient plus besoin de cocher autant de critères, et donc il y aurait beaucoup moins d'ambition, et forcément avec ça il y aurait une régression au niveau des avancées technologiques qu'on a eues dans nos sociétés, et même une régression de l'attitude de l'homme de manière générale, une régression de son désir de domination, de son désir d'exploration. Par exemple aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu beaucoup moins d'hommes qui fassent des conquêtes, qu'il y aurait eu beaucoup moins de guerres entre pays, parce qu'il n'y aurait pas eu les hommes voulant faire les conquêtes pour les mener, tout simplement parce qu'il y aurait eu moins d'hommes avec une ambition dévorante pour mener ces guerres ou ces conquêtes. Je ne dis pas qu'il n'y aurait eu vraiment zéro conflit d'un pays à l'autre, je dis simplement qu'en proportion, il y en aurait eu beaucoup moins, je pense. Deuxième idée, il n'y aurait plus de cycle menstruel chez la femme. Alors il faut savoir que la femme, dans l'espèce humaine, fait partie des rares espèces de mammifères à avoir un cycle menstruel. Pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est une stratégie non pas consciente, mais plutôt inconsciente, qui s'est développée au cours des centaines de milliers d'années d'évolution pour permettre à la femme de l'espèce humaine une meilleure survivabilité. Puisque leur temps de gestation est de 9 mois, cela les rend davantage vulnérables pendant 9 mois que lorsqu'elles ne sont pas en gestation, comme je l'ai dit dans mon idée précédente.
Et donc, pour permettre à la femme de recevoir de l'aide, un support de l'homme pendant ces 9 mois, il faut que l'homme ne sache pas quand la femme est susceptible de tomber enceinte. En gros, dans le reste de l'espèce animale, des espèces de mammifères, il y a des périodes de chaleur. Lorsque la femelle de telle ou telle espèce de mammifère est en chaleur, l'homme sait quand il doit y aller, et ensuite, entre guillemets, il néglige la femelle. Mais, entre guillemets, le travail a été fait. S'il peut se barrer, il peut. Voilà, il y aura pas de procès, quoi. Le mâle a agi pour enfanter la femelle durant la période de chaleur. Et une fois que c'est terminé, une fois que la période de chaleur est terminée, entre guillemets, le mâle peut retourner à ses occupations principales autres que fertiliser les femelles de son espèce. Donc là, je parle toujours dans le cadre d'une espèce de mammifère autre que l'espèce humaine. Mais justement, dans le cadre de l'espèce humaine, eh bien, il n'y a pas de période de chaleur. Moi, de mon côté, je n'ai jamais vu de moment dans l'année où toutes les femelles, peu importe sur Terre, sont vraiment en mode open bar. Enfin, je veux dire vraiment toutes, ça n'existe pas. Du moins pas comme dans le règne animal, pas comme avec les autres espèces de mammifères. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de période de chaleur dans l'espèce humaine, l'homme n'a pas réellement d'autre choix que d'apporter son soutien et sa protection à sa femme en permanence, étant donné qu'il ne sait pas réellement quand est-ce qu'elle est en mesure de procréer, quand est-ce qu'elle entame sa période de gestation. Il ne sait pas, l'homme. Il n'y a pas de période de chaleur, donc le meilleur moyen de maximiser la descendance de l'homme, d'un point de vue de l'homme, c'est d'apporter son soutien à la femme en permanence, en espérant qu'il y a un moment où elle tombera enceinte, tout simplement. Et donc, actuellement, dans notre monde, la période de gestation est de 9 mois, et je pense que la stratégie inconsciente, encore une fois, des cycles menstruels, c'est une caractéristique qui a permis une meilleure survivabilité des femmes de l'espèce humaine, puisque la période de gestation est de 9 mois. Si la période de gestation passe de 9 mois à 3 semaines, donc on rappelle, c'est une division par 13, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas un si grand besoin de développer une telle stratégie de survivabilité. Donc pour rappel, la stratégie de survivabilité, c'est celle des cycles menstruels. Quand je dis que cela permet une meilleure survivabilité, c'est un point de vue de la théorie de l'évolution développée par Charles Darwin, c'est-à-dire que les individus les plus aptes sont ceux qui survivent. Et là, effectivement, les individus femelles de l'espèce humaine qui développent des cycles menstruels sont les plus aptes à survivre, tout simplement car cela entraîne un support et une protection de la part de leur partenaire mâle. Donc je rappelle, les individus femelles qui sont les plus aptes à survivre sont ceux qui ont développé un cycle menstruel. Et ça, c'est dans le cadre d'un temps de gestation qui est de 9 mois. Mais si ce temps de gestation de 9 mois est ramené à 3 semaines, donc on divise par 13, alors il n'y a plus réellement de besoin de protection de la part de l'homme, et plus autant de besoin d'apport calorique de la part de l'homme, du moins, encore une fois, pas dans la même mesure qu'actuellement avec 9 mois, et donc on peut s'attendre à ce que les cycles menstruels disparaissent, car les cycles menstruels sont apparus, selon moi, pour, entre guillemets, ne pas laisser d'autre choix à l'homme que de rester auprès de sa femelle pour permettre la meilleure survivabilité de sa femelle et de sa descendance. Et donc forcément, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une disparition des cycles menstruels. Troisième idée, il y aurait peut-être beaucoup plus d'enfants à adopter, tout simplement puisque on passerait de 9 mois de temps de gestation à 3 semaines, donc on divise par 13. Il n'y a pas besoin d'être un mathématicien, d'avoir fait maths sup ou quoi que ce soit, pour se rendre compte que le potentiel d'explosion démographique est démultiplié. On peut faire x13 en fait, tout simplement. Et ce serait exponentiel. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un enfant tous les 9 mois, on en a un tous les 3 semaines. Donc au bout de 9 mois, on en a 13. Et ces mêmes enfants, forcément, peuvent avoir 13 fois plus d'enfants pour un même laps de temps. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une explosion des naissances, que ce soit les femmes qui sont en couple dans une situation stable avec un mari qui peut subvenir à leurs besoins, ou les femmes qui sont célibataires et qui souhaitent simplement profiter de la vie. Dans les deux cas,
si elles n'utilisent pas de moyens de contraception, on pourrait forcément s'attendre à ce qu'il y ait une explosion des naissances, une explosion de la démographie, avec 13 fois plus d'enfants à naître, tout simplement. Mais qui dit 13 fois plus d'enfants à naître ne veut pas dire forcément 13 fois plus de moyens pour subvenir aux besoins de ces enfants. Ça m'étonnerait que le SMIC, du jour au lendemain, si le temps de gestation passe de 9 mois à 3 semaines, je ne pense pas que le SMIC va faire x13 pour subvenir aux besoins d'autant d'enfants. Dans un monde idéal, je pense que le SMIC ferait x3 à x4, et encore, je trouve ça vraiment très optimiste, mais je pense que du coup, il y aura un certain déséquilibre entre le nombre d'enfants qu'il est possible d'avoir désormais, donc 13 fois plus, et les ressources financières qui permettront d'éduquer et de subvenir aux besoins des enfants. Donc je pense qu'il y aura malheureusement beaucoup d'enfants, faute de moyens financiers, il y aura beaucoup d'enfants qui finiront dans des maisons d'adoption. Quatrième idée, les femmes pourraient enfanter sans interruption de leur activité professionnelle ou sociale. Alors je vais commencer par l'activité professionnelle. Aujourd'hui, la plupart des femmes prennent une pause dans leur activité professionnelle du fait de leur grossesse, tout simplement car elles sont indisposées, et on les comprend honnêtement. Je pense que si j'avais un petit être qui grandissait en moi et qui puisait toute mon énergie, moi non plus, j'aurais pas forcément envie de travailler, ou du moins je n'aurais pas autant d'énergie à mettre dans le travail. Et sans compter que suivant les différents jobs des femmes, il y en a certains qui peuvent être à risque, et donc bon, je pense que c'est une minorité, mais pour les jobs à risque, c'est complètement compréhensible que la femme s'arrête de travailler tout simplement pour également protéger la vie du petit être qui grandit en elle. Et donc, les femmes prennent une pause durant leur activité professionnelle du fait de leur grossesse. Admettons qu'à l'heure actuelle, elles prennent, sur les 9 mois, elles prennent 3 mois de pause. Et donc là, au prorata, sur les 3 semaines de grossesse, elles n'auront besoin que de prendre une semaine. Donc à la limite, elles posent des jours de congés payés et voilà, c'est réglé. C'est simplement des congés payés que tu poses. Donc imaginons le lundi 1er, la femme sait qu'elle est enceinte. Donc elle anticipe que pour le lundi 15, elle va commencer à être indisposée. Elle pose ses jours de congé, donc le lundi 15, elle commence à être enceinte. On va dire que le dimanche 14, elle a le ventre qui commence à gonfler. Le lundi 15, elle a posé ses jours de congé pour toute la semaine et elle revient, on va dire, le lundi 22 avec un ventre absolument plat. Voilà, ça ce serait possible dans ce monde-là où le temps de gestation serait seulement de 3 semaines. La seule chose qui changerait, ce serait le temps de gestation et donc la possibilité de prendre une pause durant la grossesse. Également, ce qui changerait, c'est durant les entretiens, il n'y aurait pas la question qui est posée aux femmes de est-ce que vous voulez des enfants? Parce que la question implicite, c'est est-ce que du point de vue de l'entreprise, est-ce que l'entreprise devra ou non embaucher un salarié, une salariée pour être précis, qui peut-être dans 1, 2, 3, 4, 5 ans décidera d'avoir des enfants et donc sera pendant un temps indisponible pour assurer la suite du travail. Ça c'est une question donc qu'on ne poserait plus en entretien, ou du moins que l'on poserait moins, car ok, les femmes auraient un temps de gestation nettement inférieur et donc pas besoin de prendre une pause pendant leur grossesse. Aussi, sur l'activité sociale, en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont honte de leur ventre, de leur physique, pendant leur grossesse. Honnêtement, moi, je dirais pas que je trouve ça ridicule, mais je trouve ça vraiment dommage. Voilà, je trouve ça dommage, puisque je trouve que c'est vraiment la plus belle chose qu'elles peuvent faire, c'est de donner la vie. Vraiment, je pense que il n'y a rien de plus beau pour une femme que de donner la vie. Et le fait d'avoir le ventre plein, on va le dire comme ça, c'est un symptôme qu'elles sont en train d'accomplir une destinée absolument fantastique, de donner la vie. Nous, on n'a pas cette chance-là, les hommes, donc les femmes, vraiment profitez et soyez fiers en fait. Soyez fiers d'être en mesure de donner la vie. Il y a des femmes sur Terre qui sont infertiles, elles doivent être absolument dégoûtées et jalouses des femmes fertiles. Donc pour les femmes fertiles qui sont en mesure de donner la vie, soyez fiers de votre ventre, car c'est le symptôme que vous accomplissez une grande destinée. Voilà, parenthèse fermée sur le sentiment de honte des femmes, mais voilà, j'y viens. Il y a un sentiment de honte qui est partagé par certaines femmes enceintes. Tout simplement, elles n'assument pas leur physique et donc elles se cachent. Elles se cachent socialement, elles se cachent de leurs amis, elles se cachent de leur famille, elles se cachent d'un point de vue social.
Et c'est vraiment dommage puisque cela crée une rupture sociale qui, je pense, n'a pas lieu d'être. Et forcément, si on passe de 9 mois à 3 semaines, comme je disais précédemment, au prorata, ça ferait seulement une semaine où elle aurait un ventre gonflé. Et ça va, enfin, à la limite, tu peux te cacher. Si vraiment t'as honte, etc., tu peux te cacher. Mais ça durera qu'une semaine. Tu te caches pendant une semaine, tu ghostes tes amis, tu ghostes ta famille pendant une semaine, et c'est tout. Il n'y aura pas de souci. La honte à vivre sera beaucoup plus rapide si vraiment si vraiment t'as honte, quoi. Donc on peut s'attendre à ce que l'interruption de leur activité sociale soit également drastiquement diminuée, simplement une semaine, et ça c'est simplement dans le cas où la femme aurait honte. Voilà. Ce qui pour moi, je le rappelle, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Cinquième idée, le congé maternité n'aurait peut-être jamais existé ou serait très différent. C'est-à-dire que si on passe d'un temps de gestation de 9 mois à 3 semaines, comme je l'ai dit dans une idée précédente, l'interruption de l'activité professionnelle est modifiée, mais de manière bien moindre, c'est-à-dire que plutôt que de s'absenter, 3 mois, la femme s'absenterait simplement une semaine. Mais pour ce qui est du congé maternité suivant la grossesse, pour moi, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si la mère souhaite éduquer, élever ses enfants. Dans ce cas-là, pour moi, il n'y aura pas de modification de durée du congé maternité. Le congé maternité restera le même puisque le temps nécessaire à l'éducation d'un enfant ne changera pas. C'est simplement le temps de gestation qui change. En revanche, le deuxième cas de figure, c'est si la mère a besoin de se remettre de cette épreuve. Eh bien, admettons, pour le temps de gestation, on passe de 9 mois à 3 semaines, ce qui fait donc 13 fois moins. On pourrait s'attendre à ce que le temps de récupération pour se remettre d'une telle épreuve soit lui aussi divisé par 13. Donc, admettons, si la mère ne souhaite pas nécessairement éduquer ses enfants ou les élever, mais qu'elle a besoin d'un congé maternité pour se remettre parce que ça a été fatigant physiquement, psychologiquement, etc. Si habituellement elle a besoin de 6 mois, et bien là, dans cette réalité où le temps de gestation est divisé par 13, on peut s'attendre à ce que ces 6 mois soient divisés eux aussi par 13. Donc ça devrait faire dans les 2 semaines. Donc voilà, je pense que dans cette réalité du temps de gestation de 3 semaines, il y a de fortes probabilités que le congé maternité existe toujours, car il y aura toujours des femmes qui voudront éduquer et élever leurs enfants. En revanche, pour les femmes qui ne souhaitent pas les éduquer ou les élever, mais qui souhaitent profiter d'un congé de récupération, en revanche, là, le congé maternité serait différent dans la mesure où il serait plus court. On peut s'attendre à ce qu'il soit plus court, étant donné que le temps de gestation a lui aussi été plus court. Sixième idée, il y aurait moins d'attachement au bébé avant la naissance. Je m'explique. Pendant 9 mois, la mère produit de nombreuses hormones qui permettent un effet d'attachement au bébé. Donc des hormones qui agissent sur son système nerveux d'un point de vue psychologique, qui permettent tout simplement, lorsque le bébé naît, ou même pendant la gestation, d'avoir un attachement au bébé. C'est un processus là aussi qui a été sélectionné durant l'évolution, donc je rappelle la théorie de l'évolution, Charles Darwin, tout simplement puisque les mères qui ont un attachement à leur bébé ne voudront pas le voir disparaître d'une manière malheureuse. Et donc, avant tout faire pour le protéger et permettre une meilleure survie de l'enfant, et cela permet une meilleure survivabilité de manière générale à toutes les femmes qui ont cet attachement à leur bébé, puisque cela se transmet ensuite dans les gènes, et ces gènes-là sont davantage à même de survivre, puisque les bébés sont protégés par la mère, et tout simplement ils sont plus à même de survivre, car ils sont protégés. Mais, si le temps de gestation diminue de 9 mois à 3 semaines, on peut s'attendre à ce que l'attachement de la femme, de la mère, envers son enfant diminue également, vu qu'il y a moins de temps pour sécréter ces hormones, et donc moins de temps pour développer une affection envers l'enfant, et donc il y aurait tout simplement moins de instinct maternel protecteur, c'est bien dit ainsi, c'est l'instinct maternel protecteur, il serait moins présent, car il aurait eu moins le temps de se développer, parce que la mère aurait tout simplement moins eu de temps pour sécréter des hormones et donc s'attacher au bébé avant la naissance. Et donc on s'attendrait à ce que l'instinct maternel protecteur diminue, et avec cela,
un potentiel risque de taux de mortalité infantile qui explose aussi. Pourquoi? Parce que si la mère a moins d'attachement, entre guillemets, elle s'en fiche un petit peu plus, donc elle est moins protectrice envers ses enfants. Et je sais pas moi, des phrases toutes simples, mais du style ne mets pas tes doigts dans les prises de courant. Cette phrase-là, elle ne la prononcerait pas car elle s'en ficherait, dans une certaine relativité, et l'enfant, ne sachant pas ce qu'il ne doit pas faire, le ferait, et cela entraînerait sa disparition. Autre hypothèse dans cette hypothèse, c'est si les hormones qui sont naturellement produites en 9 mois seraient pour le coup produites et condensées en 3 semaines. Donc là, il y aurait une surcharge d'hormones, ce serait vraiment la folie dans la tête des mères porteuses. Et là, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait le même attachement au bébé avant la naissance, tout simplement car au lieu de recevoir X quantité d'hormones en 9 mois, elle en recevrait la même quantité, à savoir X, mais en 3 semaines. Donc ce serait vraiment condensé. Il y aurait 13 fois plus d'hormones dans le système hormonal de la mère porteuse. Donc cela aurait le même effet d'attachement au bébé avant la naissance. Mais je pense que la thèse à privilégier est celle d'une diminution de l'attachement, tout simplement car il n'y aurait pas le temps de diffuser les hormones sur 3 semaines. En fait, si au lieu de diffuser les hormones sur 9 mois, tu les diffuses en 3 semaines, il y a moyen que la mère porteuse devienne folle. Donc je pense que la thèse à privilégier, c'est plutôt celle d'un attachement qui est réduit envers le bébé avant la naissance. Septième idée, est-ce que l'instinct maternel serait le même sans ces 9 mois de transformation hormonale? Alors comme je l'ai dit dans l'idée précédente, il y aurait moins d'attachement au bébé avant la naissance. Pour moi, c'est la thèse à privilégier, étant donné qu'il y aurait plutôt que 9 mois de gestation avec 9 mois où la mère est sous perfusion hormonale due à la grossesse. On passe de 9 mois à 3 semaines, ça ferait donc 13 fois moins. Pour moi, la thèse à privilégier, c'est qu'il y aurait moins d'attachement au bébé avant la naissance, et donc l'instinct maternel serait moindre. Par exemple, l'instinct maternel protecteur, tout simplement, étant donné qu'il y aurait moins d'attachement, la mère serait un peu plus je m'en foutiste, entre grands guillemets. Elle ferait moins attention, elle aurait moins de protection à porter envers son enfant nouveau-né. Par exemple, des phrases toutes simples du style « ne mets pas tes doigts dans la prise » ne seraient pas prononcées, tout simplement car il y aurait moins d'attachement et elle aurait moins l'instinct de protection. Autre chose qu'on pourrait imaginer, c'est que elle aurait moins envie de bien nourrir son enfant, de faire des bons repas. Bon, au début, c'est des compotes, c'est des trucs tout mous, mais elle aurait moins l'envie de s'occuper de l'enfant. Elle veillerait moins à ce que la température de la pièce dans laquelle l'enfant dort est tout simplement une température agréable qui permet un bon endormissement. Elle aurait moins toutes ces petites attentions qui font d'une mère ce qu'elle est envers son enfant. Elle serait moins aux petits soins, je pense, avec son enfant si le temps de gestation passait de 9 mois à 3 semaines, tout simplement car il y aurait moins de temps pour permettre aux hormones de se diffuser dans le système hormonal de la mère, et donc avec cette réduction de temps de diffusion des hormones, on peut s'attendre également à ce qu'il y ait une réduction de l'instinct protecteur de la mère, à ce qu'il y ait une réduction de l'instinct maternel. Huitième idée, certaines femmes pourraient donner naissance à plusieurs enfants par an, donc on aurait une explosion des taux de natalité facile. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que ce serait facile. Tout simplement puisque si l'on passe de 9 mois à 3 semaines, on diminue le temps de gestation de 13, donc plutôt que d'avoir un enfant par an, où on va pas parler des cas des jumeaux, des triplés ou des quadruplés, etc., parce que sinon ça amène des calculs vraiment faramineux, mais plutôt que d'avoir un enfant par an, elle pourra en avoir 13, 15, 16, elle pourra en avoir beaucoup plus. Toutefois, ça ne signifie pas qu'elle aura 13 enfants par an, 14, 15 enfants par an, tout simplement parce que bien déjà, je ne suis pas certain que toutes les femmes veulent être enceintes en permanence toute l'année sur toutes les années de leur vie. Je ne sais pas si c'est vraiment un souhait qui est partagé par l'ensemble des femmes. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que toutes les femmes autour de moi soient en permanence enceintes. Donc, non seulement la femme pourrait ne pas vouloir être enceinte d'un point de vue état, elle n'a pas envie de se sentir
enceintes en permanence toute l'année sur toutes les années, mais en plus de ça, qui dit explosion des naissances, dit aussi que les besoins financiers explosent. Parce que si elle a 13 fois plus d'enfants, c'est pas dit que son salaire va faire x13. Ça, je l'avais développé dans une idée précédente, mais si demain le taux de natalité fait x13, il y a quand même peu de chances que le SMIC soit x13 aussi. S'il fait x3 ou x4, ce sera déjà bien. Donc d'accord, le taux de gestation diminue, donc il permet à certaines femmes de donner naissance à plusieurs enfants par an, donc 13, 14, 15 par an, et donc une explosion des taux de natalité possible, mais ce n'est pas parce que c'est possible que ça va se faire. Car il y a, comme je l'ai dit, la première barrière du souhait de la femme de ne pas être tout le temps enceinte toute l'année, toutes les années. Voilà, c'est le premier souhait. Et la deuxième barrière, surtout, ça va être la barrière financière où il faut se poser la question de comment subvenir aux besoins des enfants. S'il y en a 13 au lieu d'un, forcément, derrière, il va falloir allonger un petit peu plus de billets. Neuvième idée, la pression sociale sur le corps de la femme enceinte serait très différente. Comme je le disais dans une idée précédente, il y a certaines femmes qui ont honte de leur corps lorsqu'elles sont enceintes, même si, de nouveau, pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir honte, car c'est la plus belle chose qu'une femme puisse faire. Il n'y a pas de raison d'avoir honte. Mais là, on passerait de 9 mois à 3 semaines. Donc ce serait tellement éphémère, la période durant laquelle elles ont le ventre qui gonfle. Cette période-là serait tellement éphémère que je pense que il n'y aurait même pas de raison d'avoir honte, tu vois, ce serait quelque chose de totalement banal. C'est comme, tu sais, quand tu étais ado et que tu avais un bouton, tu étais pressé qu'il disparaisse parce que tu avais honte. Mais aujourd'hui, même en tant qu'adulte, ça arrive parfois d'avoir un bouton, voilà, mais franchement, il n'y a pas de honte parce que tu sais qu'il va bientôt disparaître. Et donc là, si on fait le parallèle avec le corps de la femme qui grossit, tout le monde saurait que c'est simplement temporaire, que ça va durer une semaine. Il n'y aurait pas réellement, je ne pense pas qu'il y aurait de pression sociale. Déjà, aujourd'hui, la pression sociale, honnêtement, je la comprends pas. Parce que moi, comme je disais, je trouve ça beau, tu vois, genre, elle donne la vie. Voilà, c'est un symptôme du fait qu'elle est en train de donner la vie. Donc déjà, moi, pour être honnête, je ne comprends pas cette pression sociale. Déjà, dans un monde où le temps de gestation est de 9 mois, pour moi, elle n'a pas lieu d'être, cette pression sociale. Mais là, si le temps de gestation passe de 9 mois à 3 semaines, et admettons que la période durant laquelle la femme est visiblement enceinte se prolonge sur une semaine, et bien là, il n'y a encore moins lieu d'être qu'il y ait une pression sociale, parce que tout le monde sait que c'est temporaire, tout le monde sait que ça va passer, et tout le monde sait que ça fait partie de la vie, tout simplement. 10e idée, les corps parfaits sur Instagram ne seraient pas mis en pause, entre guillemets, pendant 9 mois. Donc ça, si vous suivez certains comptes d'Instagrammeuses plutôt, il y a une photo, on voit une échographie, et c'est une annonce qu'elle est enceinte, et ensuite, il n'y a rien, il n'y a aucun post pendant 9 mois, et 9 mois plus tard, la photo suivante, c'est la mère avec l'enfant dans les bras en fait. Donc ça je pense que ça n'arriverait plus. À la place, ce serait, on va dire, 3 semaines maximum, 3 semaines de pause, si vraiment on respecte du premier jour où elle est enceinte jusqu'au dernier jour où elle a couché. On va dire 3 semaines de pause sur Instagram. Voilà, les corps parfaits n'auraient plus à rougir sur Instagram. Vous savez, les fit girls, les femmes qui vivent de leur image, de leur apparence, etc. Là, c'est vrai que je le comprends davantage qu'elles puissent cacher leur apparence, du moins le cacher sur les réseaux sociaux, car souvent ce sont des femmes qui sont rémunérées par les marques, et les marques ne les paient pas pour afficher un corps enceinte. Les marques les payent pour afficher un corps tonique, pour donner envie aux gens d'acheter tel programme sportif, tel complément alimentaire ou autre, pour ensuite pouvoir ressembler à leur idole sur Instagram. Donc là, c'est vraiment le seul cas de figure où je comprends que les femmes ne veulent pas, non pas se cacher, mais que les femmes ne veulent pas se montrer. Il y a une nuance entre se cacher et ne pas vouloir se montrer. Et là, c'est le seul cas de figure où je comprends que les femmes ne veulent pas se montrer, tout simplement car cela ne serait pas forcément bénéfique à leur relation professionnelle avec les marques. Mais sinon, pour revenir au sujet principal, on peut s'attendre à ce que les corps parfaits sur Instagram disparaissent non pas pendant 9 mois, mais pendant 3 semaines plutôt. 11e idée, les marques de vêtements de maternité n'existeraient peut-être pas. Puisque
Si l'on passe de 9 mois à 3 semaines avec vraiment la dernière semaine où c'est visible que la femme est enceinte, j'entends par là qu'il y a un gonflement du ventre. Si ça dure qu'une semaine, cette période où vraiment la femme est un certain inconfort, et bien dans ce cas-là, plutôt que de se dire ce serait quand même bien que des marques inventent des vêtements de maternité. Plutôt que de se dire cela, elle pourrait plutôt se dire je vais prendre une taille au-dessus, je vais prendre 2 tailles au-dessus, 3 tailles au-dessus, 4 tailles au-dessus. Ou plutôt que de mettre des vêtements de maternité qui n'existent pas encore, je vais prendre un plaid, je vais prendre des vêtements vraiment larges, plus larges que ceux qu'elle porte habituellement, qui font le job des vêtements de maternité actuellement, mais sans savoir que ça remplit la fonction de vêtements de maternité. En fait, tout simplement, si on passe de 9 mois de gestation à 3 semaines, et donc avec une semaine où le ventre est visible, cette simple semaine ne suffirait sûrement pas à provoquer le besoin, la pensée, de se dire ce serait quand même bien s'il y a des marques qui pouvaient créer des vêtements de maternité. 12e idée, il y aurait moins d'excuses pour la partenaire de ne pas avoir envie de S, vous comprendrez, pendant la grossesse. Parce que on passe de 9 mois de gestation à 3 semaines, donc admettons qu'il y ait des femmes qui utilisent l'excuse de l'inconfort de la grossesse pendant 9 mois pour éviter d'avoir du S avec leur partenaire, et bien là, cette excuse, elle ne pourrait l'utiliser que pendant 3 semaines. Et en plus, comme je l'ai dit précédemment, on peut s'attendre à ce que seulement la dernière semaine soit une semaine d'inconfort pour la femme, et donc cette excuse du non je peux pas car à cause de la grossesse t'as vu c'est pas confortable etc je ne sais pas quoi donc je peux pas avoir de S avec toi, et bien cette excuse là ne serait on va dire valable ou du moins utilisable, cette excuse ne serait utilisable que sur la dernière semaine. 13e idée, les films pour adultes autour des femmes enceintes n'auraient peut-être jamais existé. Tout simplement car on passe de 9 mois à 3 semaines, et donc les hommes n'auraient pas le temps de s'imaginer des choses avec des femmes enceintes. Ils n'auraient pas le temps de construire consciemment ou inconsciemment un imaginaire autour de cette thématique. D'ailleurs, je pense que la plupart du temps, ce sont les hommes qui consomment ce type de film, et donc les hommes n'auraient pas le temps, tout simplement parce que tu verrais moins de femmes enceintes dans la rue, puisque le temps de gestation est divisé par 13, et comme je l'ai dit dans une idée précédente, ce n'est pas parce que les femmes pourraient enfanter 13 fois plus vite qu'elles seraient toute l'année enceintes. Il y a un moment où je pense que la plupart des femmes en auraient marre. Donc je pense qu'on verrait bien moins de femmes enceintes, plutôt que de voir une femme enceinte avec le ventre développé pendant 3 mois, là on le verrait seulement pendant une semaine. Donc je pense que dans la rue, au supermarché, à la boulangerie, chez le coiffeur, on verrait beaucoup moins de femmes avec le ventre développé, et donc l'imaginaire serait bien moins nourri, encore une fois de manière consciente ou inconsciente, cet imaginaire serait bien moins nourri, et donc il n'y aurait pas un besoin qui se serait développé envers la catégorie des femmes enceintes sur les films pour adultes. 14e idée, la grossesse éclair pourrait devenir un business de type bébé en 3 semaines garantie. Aujourd'hui, il y a des mères porteuses. Pour moi, c'est un business. On va pas jouer sur les mots, pour moi, c'est un business. T'achètes un petit être, voilà, et de l'autre côté, ils vendent un petit être. Donc pour moi, c'est tout simplement une relation d'achat et vente. C'est ce qu'on appelle du commerce. Et le commerce, c'est quoi en anglais? C'est un business. Donc pour moi, c'est un business. Mais là, plutôt que ça prenne 9 mois, ça ne prendrait que 3 semaines. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des entreprises qui se développent autour de cette thématique des bébés en 3 semaines. Alors, il y a déjà des entreprises, je ne sais pas si ce sont des entreprises d'un point de vue légal, mais en tout cas, du moins je ne sais pas si ces organismes sont autorisés d'un point de vue juridique à exister, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bel et bien des organismes, à l'heure actuelle, où il y a des bébés qui sont vendus, tout simplement. Et si on passe d'un temps de gestation de 9 mois à 3 semaines, on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de personnes qui aient l'idée de créer des business autour de cela, et donc on peut s'attendre également à ce qu'il y ait une forme d'industrialisation, de production à la chaîne de bébés, pour celles et ceux soit qui ne parviennent pas
à avoir d'enfants, soit qui ne souhaitent pas avoir d'enfants naturellement. Il y aurait donc une industrialisation des naissances, une production à la chaîne de bébés, et autour de cela, je pense qu'il y aurait des entreprises qui se créeraient pour qu'il y ait un cadre plus légal, un cadre plus sûr, un cadre plus juste, non seulement pour ceux qui achètent les bébés, ceux qui les vendent, donc les mères porteuses, mais également tout ce qui va autour, si je peux appeler les managers de mères porteuses, ceux qui s'occupent de faire en sorte que les mères porteuses soient dans de bonnes conditions pour produire des bébés. 15e idée, les anti-avortements auraient des arguments différents ou inexistants. L'argument du la grossesse dure trop longtemps, c'est une charge sur le corps et sur l'esprit, pour moi cet argument-là n'aurait plus lieu d'être, ou alors sa pertinence serait bien moindre. En réalité, sa pertinence serait divisée par 13, puisque l'on passerait de 9 mois à 3 semaines. Pour moi, il y aurait toujours 3 arguments, 3 raisons pour une femme de vouloir prendre le choix de l'avortement. La première raison, c'est pour éviter que le mari sache que la femme l'a trompé. Admettons, le mari est en déplacement et la femme, elle, n'est pas en déplacement, elle continue de vivre sa vie, sauf qu'elle a un amant et elle tombe enceinte. Si jamais elle tombe enceinte et que le mari revient et qu'il tombe nez à nez avec la femme avec l'enfant dans les bras, et il va savoir qu'elle l'a trompé, tu vois, parce que il est parti, je sais pas, il est parti il y a 3 semaines. Forcément, ils se sont pas vus avec sa femme, et il va bien savoir que l'enfant n'est pas né comme ça. Il va bien le savoir que la femme l'a trompé. Donc voilà. Pour moi, c'est le premier cas de figure où la femme peut vouloir avorter, c'est pour éviter que son mari sache qu'elle l'a trompé. Le deuxième cas de figure, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour éviter d'être vue, qu'elle a honte. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, comme je l'ai dit dans une idée précédente, il n'y a rien de plus beau qu'une femme enceinte. Il n'y a rien de plus magnifique. Voilà, elle peut pas. C'est vraiment ce qu'une femme peut faire de plus beau dans sa vie. Mais soit, imaginons qu'elle ne veut pas être vue en étant enceinte, même une semaine avec un ventre gonflé, même une semaine pour elle c'est trop, elle veut vraiment pas être vue, pour elle c'est vraiment une phobie, elle a absolument honte, et bien dans ce cas là ce serait la deuxième raison pour laquelle elle veut avorter. Et la troisième raison, ce serait d'éviter la charge financière, tout simplement car si elle n'utilise pas de moyens de contraception, du moins de moyens de contraception préventifs, avant d'en venir à l'avortement, eh bien, ce serait d'éviter la charge financière, car si elle a des bébés à chaque fois qu'elle a des rapports, à la fin de l'année, ça fait 13, 14, 15 bébés. Une solution à cela serait, selon le pays dans lequel la femme se situe, de mettre, si c'est possible ou non, serait de mettre le nouveau-né dans une maison pour adopter, en fait, pour que des personnes plus aisées puissent adopter son enfant. Ça, ce serait une solution qui permettrait de soulager de la charge mentale que représente la charge financière d'un nouveau-né, et donc elle n'aurait pas besoin d'avorter dans ce cas de figure-là, étant donné qu'elle sait qu'elle aurait la solution suivante, à savoir mettre l'enfant dans une maison d'adoption. Voilà. Bon, évidemment, hein, c'est pas une solution optimale, mais le débat est ouvert sur est-ce que c'est mieux d'avorter ou de mettre l'enfant dans une maison d'adoption. Voilà, je laisse le débat pour celles et ceux qui veulent en débattre. 16e idée, les débats de genre ou de féminisme seraient complètement réécrits. Premièrement, la période de gestation de la femme passerait de 9 mois à 3 semaines, donc il y aurait une différence monumentale par rapport à la production d'hormones durant cette période, donc on aurait 13 fois moins de production d'hormones. C'est surtout au niveau des différences hormonales que ça va se jouer, parce que pour moi, les hormones sont responsables en très grande partie de qui on est. La deuxième idée, c'est que, sans même parler d'hormones, étant donné que la femme, à l'heure actuelle, est habituée à être protégée parce que l'homme est habitué à devoir la protéger parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber enceinte, mais comme on l'a vu dans l'une des idées précédentes, on pourrait s'attendre à ce que le passage de 9 mois à 3 semaines entraîne la suppression des règles, du moins l'inexistence des règles, et bien les femmes pourraient ne pas recevoir de support de la part des hommes, ni de protection,
puisque comme je l'ai développé dans une idée précédente, si on passe de 9 mois à 3 semaines, cela entraîne la suppression des règles, et les règles sont en quelque sorte l'arme secrète des femmes l'arme secrète inconsciente évidemment, non contrôlée, l'arme secrète non contrôlée des femmes pour s'assurer la protection des hommes. Et si cette arme secrète non contrôlée disparaît, dans ce cas-là, les hommes n'ont plus réellement de raison de protéger les femmes en permanence, et donc on peut s'attendre à ce que les femmes doivent faire davantage face aux dures réalités de la vie du monde. Par exemple, je vais pas faire OSS 117, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd, c'est un peu trop cliché. Mais s'il y a une meute de loups, si on prend l'exemple à l'ancienne, s'il y a une meute de loups qui terrifie le troupeau, et bien plutôt que d'appeler chérie, tu peux prendre un fusil pour buter des loups, et ben ce sera elle qui ira directement. C'est un exemple là, je caricature un petit peu, mais vous voyez l'idée. Donc la femme devra davantage se confronter au monde, et cela peut entraîner une hausse de la testostérone. Voilà. Donc le premier point, c'est un changement hormonal du fait que le temps de grossesse diminue. Est-ce que ça veut dire qu'elle aura plus ou moins d'oestrogène ou plus ou moins de testostérone? Là, je ne sais pas, car très honnêtement, je ne connais pas le détail de ce qui est produit dans le corps d'une femme durant une période de grossesse. Mais le deuxième point, du fait qu'il n'y ait plus la période de règles, donc ça je l'ai développé dans une idée précédente, cela amène au fait que la femme doit faire davantage face au monde, et donc on peut s'attendre à une hausse de la testostérone de la femme. Et le troisième point, ça aussi je l'ai développé dans une idée précédente, du fait que la société serait radicalement différente, le fait que les femmes soient beaucoup moins hypergames et donc que les hommes aient moins de cases à cocher pour séduire les femmes, ça veut dire aussi qu'ils ont moins d'ambition, moins de testostérone aussi dans une certaine mesure. Donc le premier effet, la réduction de 9 mois à 3 semaines, en temps normal, je ne sais pas si la femme produit plus ou moins d'oestrogène durant sa grossesse, et ou plus ou moins de testostérone durant sa grossesse. Donc là, je laisse le doute planer, je laisse le débat. S'il y en a qui s'y connaissent, je vous invite à commenter tout simplement. Deuxième effet, on peut s'attendre à ce que la femme ait une hausse de la testostérone. Et troisième effet, on peut s'attendre à ce que l'homme ait une baisse de sa testostérone. Donc, on arriverait à une situation où c'est un peu plus équitable, parce qu'à l'heure actuelle, il me semble qu'un homme produit en moyenne 10 fois plus de testostérone qu'une femme en moyenne. Donc il n'y a pas photo en fait en termes de production et d'effet que ça peut avoir sur un organisme, il n'y a juste absolument pas photo. Et donc, eh bien on se rapprocherait petit à petit d'un équilibre d'un point de vue production hormonale. Et je pense que les hormones sont en grande partie responsables de qui nous sommes, de comment nous agissons, de comment nous pensons. Eh bien je pense que l'homme et la femme seraient davantage égaux dans ce monde-là où le temps de gestation passerait à 3 semaines. Et donc si les hommes et les femmes sont davantage égaux, je ne pense pas qu'il y ait une raison d'être pour les débats de genre ou de féminisme. Pourquoi débattre de quelque chose? Comment dire? Les débats actuellement, c'est parce qu'il y a des différences. Mais si ces différences n'existent pas, alors il n'y a aucune raison de débattre dessus, car elles n'existent pas. Ou du moins, je mets quand même un bémol parce que je pense que les hommes et les femmes seraient certes beaucoup plus égaux aujourd'hui d'un point de vue comportemental, d'un point de vue manière de penser, etc. Je pense qu'ils seraient beaucoup plus similaires, voilà, beaucoup plus similaires plutôt que égaux. Égaux, je trouve, c'est un peu un terme fourre-tout, mais ils auraient davantage de manières de penser et de faire. Mais plutôt que l'homme produise 10 fois plus de testostérone que la femme, on peut s'attendre à ce que ce soit plutôt proportionnellement, allez, on va dire 5 fois plus. Donc il y aurait bien moins de différences comportementales et dans les manières de penser entre les hommes et les femmes. Et donc il y aurait bien moins de débats de genre ou féminisme, car il y aurait bien moins de différences à observer, tout simplement. Et je pense que c'est la théorie à favoriser, non pas que les hommes et les femmes seraient en tout point identiques et égaux, mais que les différences actuelles entre les hommes et les femmes, avec un temps de gestation de 9 mois des femmes, seraient bien moindres si les femmes avaient un taux de gestation de 3 semaines. 17e idée, dans certaines cultures, les rites autour de la maternité auraient disparu. Tout simplement car
Au lieu de passer 9 mois enceinte, la femme passerait désormais 3 semaines à être enceinte. Et donc on se dit, entre guillemets, pourquoi s'embêter, tu vois? S'il y a des rites, il y a toute une tradition, il y a tout un process, il y a tout un passage à faire. Mais si ça ne dure que 3 semaines, honnêtement, on n'a pas le temps de mettre en place les choses. À la limite, si c'était vraiment il y a ne serait-ce que 200 ans, le temps que tout l'entourage sache que la mère est enceinte, le temps que tout le monde le sache, elle a déjà accouché. Donc en fait, il n'y aurait pas eu le temps de mettre en place ces rites, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a les technologies de l'information et de la communication qui nous permettent de communiquer instantanément avec des personnes qui sont même à l'autre bout du monde. Mais ne serait-ce qu'il y a même 100 ans en fait, le temps que la personne annonce à tout le monde qu'elle est enceinte, le temps que tout le monde le sache, l'apprenne, j'en sais rien, moi, dans les villages voisins, dans les régions voisines, que sais-je, et bien en fait la personne a déjà accouché, donc il n'y a pas vraiment le temps de mettre en place les rites, les process, les traditions, etc. etc. 18e idée, une grossesse rapide pourrait favoriser les abus ou les grossesses forcées. Donc j'en parlais dans une vidéo précédente, il pourrait y avoir notamment la création de business, d'entreprises autour de cette thématique des mères porteuses, où on ferait la promesse de donner un enfant, enfin de vendre un enfant plutôt au bout de 3 semaines. Donc je ne vais pas redévelopper le sujet puisque j'estime l'avoir suffisamment abordé dans l'idée précédente. Mais ce que j'ajouterais, c'est que donc dans l'idée précédente, je parlais de mères porteuses, je ne l'avais pas spécifié, mais pour moi, il s'agit de mères porteuses qui sont volontaires. Là, dans cette idée, donc la 18e idée, ce serait l'idée que les mères porteuses ne seraient pas volontaires. On les forcerait à porter des enfants. Donc ce serait pas une entreprise légale, ce serait vraiment un business sombre, ou pas d'ailleurs. Donc ça pourrait être d'un côté un business sombre où les femmes, on les force à porter un enfant. Imaginons que la femme vient d'un pays défavorisé, elle cherche à immigrer dans un pays où elle a de meilleures perspectives d'avenir. Quelqu'un de ce pays lui dit viens porter mon enfant et en échange tu auras des papiers pour te régulariser. Mais vous voyez, c'est un peu sombre quoi. Ok, elle va le faire consciemment, mais elle est un peu forcée parce que c'est soit elle va dans l'autre pays pour porter un enfant mais qu'elle ne désire pas réellement, elle le fait, c'est pas vraiment l'enfant qu'elle désire, c'est plutôt les papiers pour avoir une situation régularisée dans le pays et avoir donc une meilleure perspective d'avenir, c'est plutôt ça qu'elle veut plutôt que de réellement porter l'enfant pour ensuite l'élever et en faire le sien. Donc on peut imaginer ce cas de figure. Et également un autre cas de figure qu'on peut imaginer, c'est le mari qui met un pressing de dingue sur la femme pour avoir un enfant en lui disant, je sais pas moi, que ça dure que 3 semaines, que ce sera vite fini, c'est une grossesse rapide. Donc la grossesse rapide pourrait favoriser les abus ou les grossesses forcées, comme je l'ai dit au début, avec notamment un business, je ne vais pas revenir dessus. Deuxième cas, c'est la femme d'un pays défavorisé qui souhaite immigrer dans un pays où elle aura de meilleures perspectives d'avenir. Et le troisième cas, c'est dans la relation personnelle avec le mari qui lui mettrait un petit peu la pression pour qu'elle accepte de porter son enfant. 19e idée, il y aurait de toute évidence moins de temps pour décider d'assumer ou non la parentalité. Donc on passe de 9 mois à 3 semaines. D'ici que ça commence à devenir visible, le ventre de la mère porteuse, si on ne s'en rend pas compte tout de suite évidemment, eh bien, on avait parlé d'une semaine, donc en gros, tu aurais simplement une semaine pour décider ou non d'assumer la parentalité. Pour moi, ça me paraît vraiment court en fait. Je pense que la plupart des individus devraient réfléchir profondément dans ce scénario des 3 semaines de temps de gestation, quant à savoir si la femme tombe enceinte, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, est-ce que la femme est prête à assumer, est-ce que l'homme est prêt à assumer. Si les deux sont prêts à assumer, eh bien tant mieux. Ils peuvent assumer tout simplement la parentalité. Mais il faudrait vraiment que les individus se posent cette question-là en amont de tout rapport, puisque à chaque fois qu'il y aurait rapport, il y aurait une chance pour que 2 semaines plus tard, on se rende compte en réalité que le ventre commence à gonfler et que là, faut prendre une décision. Mais une décision à prendre comme ça, de ce type, en une semaine, ça me paraît extrêmement peu. Et des erreurs pourraient être commises dans la précipitation et la panique. 20e idée, est-ce que la population mondiale aurait explosé? Alors là, il faut comparer la potentielle hausse de taux de natalité avec la potentielle hausse de mortalité. Donc, comme je le disais dans une idée précédente,
Le taux de natalité peut potentiellement faire 1 fois 13, tout simplement, puisqu'on passerait de 9 mois de temps de gestation à 3 semaines. Mais ce n'est pas parce que la femme peut produire 13 fois plus d'enfants qu'elle va nécessairement produire 13 fois plus d'enfants, comme je l'ai développé dans l'idée précédente. Donc d'un côté, oui, le taux de natalité potentiel est 13 fois plus élevé, mais il ne s'agit là que d'un potentiel. Ensuite, il y a le taux de mortalité. Donc le taux de mortalité, ça dépend d'une chose. Si la femme produit la même quantité d'hormones, mais plutôt que ce soit en 9 mois, elle les produit en 3 semaines, alors elle aura toujours le même attachement envers l'enfant, et donc rien ne change, le taux de mortalité ne diminue pas. Par contre, si la femme produit moins d'hormones, donc on passe de 9 mois à 3 semaines, on divise par 13, si elle produit 13 fois moins d'hormones, on peut s'attendre à ce qu'elle soit moins attachée envers l'enfant, qu'il y ait moins cet instinct maternel protecteur, et donc à ce que le taux de mortalité des nouveau-nés augmente. Donc moi je parierais sur une hausse relative de la natalité. Ce qui est sûr, c'est que le potentiel est démultiplié par 13, mais la hausse effective de natalité, elle, ne serait pas multipliée par 13, du moins je ne pense pas, c'est ma théorie, mais je pense qu'elle serait quand même augmentée. Donc plus de natalité, mais d'un autre côté plus d'immortalité qui augmenterait également. Ensuite, est-ce que l'augmentation du taux de natalité s'équilibrerait avec l'augmentation du taux de mortalité? Eh bien ça, c'est une question sur laquelle je te laisse débattre dans les commentaires. Si un équilibre n'est pas trouvé dans le sens où il y aurait un taux de natalité bien supérieur au taux de mortalité, signifiant par là une explosion de la population, eh bien, je pense qu'à terme, cela serait régulé tout simplement par les besoins financiers et par les besoins de ressources, de nourriture, car on ne pourrait pas nourrir une population qui se démultiplierait indéfiniment. Ce n'est pas possible. La seule manière de nourrir une population qui se démultiplie indéfiniment, c'est en augmentant la productivité et la production des rendements agricoles. Et l'une des manières d'atteindre cela, c'est grâce au progrès technologique. Donc on a eu la faux, on a eu le tracteur, etc., etc. Mais rappelons-nous que les progrès technologiques dans cette réalité sont entravés parce que les hommes n'ont plus la niaque, ils n'ont plus l'ambition de s'élever au-delà de leurs semblables, et donc on peut s'attendre à ce que les sociétés soient moins développées avec moins d'avancées technologiques. Et s'il y a moins d'avancées technologiques, eh bien ça va être plus compliqué de rendre les sols plus productifs, d'avoir un meilleur rendement agricole tout simplement. Et donc s'il n'y a pas plus de rendement agricole, il n'y a pas plus de nourriture, et donc il y aura un manque de nourriture pour subvenir aux besoins de cette explosion démographique, et on peut alors s'attendre à ce que la population se régule d'elle-même. Les gens se diront tout simplement que ça ne sert à rien de faire 14 enfants dans l'année puisqu'ils n'auront pas de quoi les nourrir, tout simplement. Même pas d'un point de vue ressources financières, argent gagné via un travail ou un autre. C'est juste que sur Terre, il n'y aura pas suffisamment de production de nourriture pour subvenir aux besoins des 14 enfants. Donc plutôt que d'en faire 14 dont 7 vont mourir de faim parce qu'il n'y a pas assez à manger, ils vont en faire simplement 7 et ils vivront tous en très bonne santé. 21e idée, est-ce que l'amour d'une mère dépend du temps de gestation? Dans cette réalité alternative, le temps de gestation passe de 9 mois à 3 semaines. Donc la mère a beaucoup moins de temps pour sécréter des hormones. Elle a très exactement 13 fois moins de temps. Donc avec cela, elle a bien moins de temps pour s'attacher à l'enfant. Non seulement elle a moins de temps puisqu'on passe de 9 mois à 3 semaines, mais également elle produit moins d'hormones. Donc vraiment, que ce soit d'un point de vue des hormones produites ou du temps passé avec un petit être qui grandit en elle, sur ces deux plans-là, la mère est perdante. La mère est perdante du point de vue du développement de l'amour qu'elle a pour son enfant. Donc je pense que du fait de la réduction d'hormones produites et du fait de la réduction du temps passé avec l'enfant qui grandit en elle, l'amour de la mère envers son enfant va diminuer totalement. Je pense vraiment que l'instinct maternel ou l'amour d'une mère dépend du temps de gestation. Dans notre réalité, c'est 9 mois et je pense que la plupart des mères aiment leurs enfants, du moins je l'espère. Mais avec un temps de gestation de 3 semaines, je pense que la plupart des mères, juste entre grands guillemets,
s'en ficheraient de leur progéniture. Du moins, il n'y aurait pas un tel amour, une telle affection envers l'enfant. Ceci serait grandement réduit selon mon opinion. 22e idée, et toi, tu crois que tes parents t'auraient gardé s'ils n'avaient eu que 21 jours pour choisir? Dis-le moi en commentaire.